J'avais préparé la météo. C'est vrai. Comment il a trop fait ses devoirs, c'est la première fois là. La pression, attends. Ouais, Pierrick, il a ses petites notes et tout. Il a imprimé tout Wikipédia quoi. C'est ça. Ouais. Il a mis des notes. Paul Thomas Anderson est né le 25 décembre. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète possible, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous conseille de nous écouter plutôt après avoir vu le film. À mes côtés cette semaine, ils ont fait le plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Pierrick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. On y croit, hein. Oui. On y croit, bien sûr. J'ai arrêté de fumer. Bon, c'était il y a 15 ans, mais j'ai arrêté de fumer. Mais t'as continué à arrêter de fumer. Voilà, j'ai arrêté les chips. Non, c'est pas vrai, je viens d'en manger. Bref. À la console, notre grand Manitou de la technique. Chacun de ces mixages est comme un petit feu d'artifice pour vos oreilles. Salut Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Et on dit aussi un grand merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de vous. Alors si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, direction la vallée de San Fernando en Californie. On va parler de Licorice Pizza. On est en 1973 et Alana Kane, 25 ans, fait la rencontre de Gary Valentine, 15 ans. Malgré leur différence d'âge, ils vont rapidement devenir inséparables. Oui, mais à cet âge-là, pas facile d'assumer ses sentiments. Et c'est tout ce ballet amoureux plein de rebondissements que Licorice Pizza raconte. Licorice Pizza, il a été écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson. Un retour aux sources pour cet habitué des films choraux qui s'était fait connaître avec Boogie Nights en 97 et avait transformé l'essai avec Magnolia en 99. Ici donc un nouveau film avec une belle brochette d'acteurs, mais deux têtes d'affiche qu'on découvre pour la première fois sur le grand écran. Tout d'abord, il y a Cooper Hoffman, fils de Philip Seymour Hoffman, qui incarne Gary, et puis Alana Haim, qui joue Alana, et qui était jusqu'ici connue pour le groupe de folk dont elle fait partie avec ses sœurs. Ajoutez à ça Sean Penn, Bradley Cooper, Ben Safdie ou encore Tom Waits pour les seconds rôles. Pas mal comme casting. Licorice Pizza est sorti en salle ce mercredi 5 janvier. Alors vous, c'est quoi votre météo pour cette nouvelle année ? Eric, tu commences ? J'y vais. Bah oui, j'ai préparé donc. Alors moi, si je me mets au niveau d'un des personnages, c'est le printemps bourgeonnant. Printemps bourgeonnant. Je crois que je vois à quoi tu fais référence. Marie ? Je dirais soleil d'été, tu vois, quand la lumière est basse et que c'est un peu le soir. Un petit soleil rasant. Ouais, voilà. Stéphane ? Moi, c'est le truc où t'as l'impression que c'est un peu beau et tout, qui fait beau, machin, mais il faut quand même mettre sa veste. Tu vois, parce que tu te dis, ah merde, putain, c'est un peu frisqué quand même en vrai. Tu vois, je pensais que, putain, on est en Californie pourtant, c'est pas normal, tu vois, ça devrait. Ah, les températures sont un peu basses pour. Voilà. Ah ouais, on nous aurait menti sur la météo. Exactement. Donc, il faut quand même que tu sortes avec ton petit sweatshirt et tout, là. Ton petit sweatshirt, tu vois. Donc, voilà. Donc, faut se couvrir. Voilà. Faut se couvrir. Très bien. Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça tout de suite. Alors Pierrick, est-ce que tu... Alors, il faut que j'explique tout de suite le printemps bourgeonnant. Allez, le printemps bourgeonnant. En fait, non mais j'ai une question en premier. Moi, j'ai pas compris le titre du film. Est-ce qu'il y a une référence dans le film au titre En fait, c'est lié à une franchise de magasin de disques, je crois, c'est ça en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est Pizza à la réglisse qui serait censé représenter les vinyles. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, en gros, c'est ce que Paul Thomas Anderson a expliqué, c'était que c'est un des éléments qui le renvoyait vraiment à cette époque de sa vie, en fait, dans son enfance, quoi. Ouais. En fait, moi, j'ai passé le film. Alors, j'ai plutôt apprécié le film. Hein. Je trouve ça plutôt bien, plutôt agréable. J'ai trouvé ça pas trop long, même si j'ai pas compris vraiment. Toute la dernière partie, je trouve que c'est un peu. J'ai du mal à comprendre
la relation d'amitié, d'amour qui se construit autour de différents auto-entrepreneurs. Enfin, c'est un peu étrange. Mais bon, c'est du Paul Thomas Anderson. Hein, il y a une galerie de personnages qui est toujours aussi bien croquée, etc. Mais alors, pendant tout le film, il est, là où il est fort, en général, quand même, c'est sur le casting. Enfin, globalement, le casting, la direction de comédien, il est quand même balèze. Parce que tout le monde est toujours juste, enfin même ceux qui viennent faire des petits caméos, etc., ils sont quand même incroyables. Et pendant tout le film, je me suis dit, putain, mais c'est balèze quand même, le môme qu'il a choisi, là, qui a 15 ans, il ressemble grave à Philippe Seymour Hoffman. Ah oui, t'avais pas suivi, quoi. Totalement. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, oh tiens, c'est bizarre, il a le même nom. Ah oui, effectivement, c'est son fils. Mais déjà, je trouve que le couple, en fait, le duo entre elle et lui, elle qui est pas une comédienne, hein, qui est chanteuse, lui, c'est son premier film, je pense. Enfin, je trouve que ça marche hyper bien, mais dès le début, je trouve vraiment que la présentation des personnages et l'introduction et leur relation est tout de suite fascinante. Enfin, comme seul lui sait faire, je dirais, parce que c'est quand même des personnages pas vraiment à la marge, mais qui sont pas dans des canons ni de beauté, ni de lui, il est pas super beau, un peu grassouille, etc. Mais il a une espèce d'assurance parce qu'il a une petite carrière de comédien débutant, donc il a cette assurance qui lui permet d'aller draguer cette fille. Cette fille, on sait pas trop, on lui donne pas vraiment d'âge, on apprend plus ou moins par la suite quel âge elle a, mais on n'est jamais trop sûr. Elle a autour de 25 ans, ouais, quelque chose voilà. comme ça. Et donc on comprend pas bien le rapport au début. Moi, je pensais que c'était carrément une lycéenne comme lui, en fait, au départ. Et tout il y a un petit comme ça fil conducteur au début qui est assez passionnant. Parce que, encore une fois, la galerie de personnages, je la trouve super bien écrite. On trouve tout de suite les sœurs, enfin les parents, on comprend tout de suite les enjeux familiaux, etc. Jusqu'à la première déception amoureuse. Tout le passage où ils vont, je sais plus, à New York, là, pour faire une représentation théâtrale avec le bellâtre dans l'avion, tout ça, je trouve ça hyper bien croqué. On sent toute la relation amoureuse naissante, mais en même temps, lui qui est un peu amoureux, qui aimerait bien aller plus loin avec elle, et elle qui est tiraillée, déjà parce qu'il est jeune, et puis parce que je pense que son idéal masculin à elle, c'est pas ça. D'ailleurs, elle va passer tout le film à le chercher, et à se prendre des vestes, entre guillemets, et lui, il va être constamment amoureux d'elle, mais il saura jamais s'il doit passer le cap ou pas. Enfin, voilà, il y a quand même une très très jolie scène à un moment où il manque de passer à l'acte et ils le font pas. Enfin, je trouve il y a vraiment des choses très très jolies. Et donc, jusqu'à la fin de ce premier acte où il a sa première déception amoureuse, en fait, où il la voit sortir avec son rival, entre guillemets. Là, je trouve ça vraiment magique. Je me suis dit, on tient un grand Paul Thomas Anderson. Après, un peu comme dans certains de ses films, ça se perd un peu, je trouve. C'est un peu décousu. On est dans les années 70, je sais pas, il y a une espèce de vent de liberté, etc., qui est dans le film, mais eux, ils sont un peu dans le côté, on va entreprendre ensemble, on fait des coups ensemble, ça marche pas, on est dans des galères, c'est toujours plutôt bien vu, des petites scénettes, finalement, des sketchs, mais je trouve que ça sert pas énormément à la construction des personnages, et à tel point que je trouve que sur la fin, j'aurais presque préféré que ça se finisse pas comme ça se finit, quoi. Ça aurait été, je trouve, plus original, et ça aurait plus ressemblé à du Paul Thomas Anderson, je trouve, s'ils finissent pas comme c'est là. Voilà, donc assez partagé. Moi, j'étais resté sur Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, que je trouvais brillantissime en termes de précision de mise en scène, de jeu d'acteur. Daniel Day-Lewis et l'actrice qui était avec lui, ils étaient incroyables. Et il y avait pareil cette histoire de couple, de fusion, en fait, d'interdépendance, qui était vachement belle, vachement bien mise en scène. Ça allait très très loin, hein, puisque en gros, lui, pour créer, fallait qu'il souffre. Et elle le faisait souffrir, elle l'empoisonnait. Enfin, c'était vraiment une histoire incroyable. Et en même temps, il y avait ce côté hyper classieux. Enfin, on sentait qu'il avait passé à une espèce de cap. Là, je trouve qu'il redescend d'un cran. Il revient un peu à des univers un peu à la Boogie Nights, etc. Un peu triviaux par moments, etc. Mais il a toujours ce talent pour croquer des personnages. Et voilà, le plaisir est là. Mais j'avoue que la trajectoire des personnages, j'ai eu du mal à la comprendre, en fait. En fait, je trouve que tu sais pas exactement ce que veut te raconter le film, quoi. Parce que au départ, tu penses que c'est son histoire à lui. Parce que c'est lui le premier personnage, je crois c'est le jour de la photo de classe du lycée, et tu le vois, il se recoiffe, il va faire sa photo, il la croise et tout, et tu le suis, tu suis son petit début de carrière et tout ça, puis après, le film passe un peu plus sur elle, au travers de pas mal de rencontres avec beaucoup de personnages masculins qui sont tous plus décevants et plus tarés les uns que les autres, et ça se perd un peu. Moi c'est pareil, en fait il y a des moments, c'est un peu comme Inherent Vice, que moi j'avais bien aimé parce que
certaines scènes me faisaient beaucoup rire, mais tu te demandais vraiment où allait le film. Et en fait, là, c'est un peu ça. C'est qu'il y a des moments que je trouve très chouettes. En fait, il y a une espèce d'immédiateté où, tu sais, t'es avec eux, t'as l'impression que c'est un été qui en finit pas, parce qu'on n'a pas vraiment de notion du temps dans ce film. On sait pas combien de temps ça dure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec toi, Clémence. Et... parce qu'en fait, tu sais pas si c'est un été, si c'est un peu plus longtemps, parce qu'il y a un moment, je crois qu'il y a un petit moment où ils se parlent plus, mais tu sais pas si ça dure 2 jours ou 6 mois. C'est juste un été, il dure super longtemps, ils parce font plein de qu'ils ont choses. le temps de monter de quand même. C'est plus qu'un été, parce qu'il y a toute cette phase avec l'actualité sur la crise pétrolière, etc. Ouais. Donc c'est sur plusieurs années, mais c'est difficile de savoir combien de temps. Ouais, tu t'as pas vraiment de notion du temps. La temporalité, ouais, très très floue. Mais moi, j'ai quand même un plaisir immédiat à voir ces scènes-là, surtout comme tu disais, Pierrick, toute la première partie, où ils font un peu leur coup, ils font leur truc, quand tu les vois courir, enfin, tu sais, t'as vraiment ce truc très chouette de ces personnages et puis ces acteurs qui sont très très bons. Moi j'aime beaucoup, du coup je la connaissais pas, enfin je connaissais pas son groupe ni rien, mais je la trouve super cette actrice. En fait ses sœurs dans le film sont ses vraies sœurs et les parents sont leurs vrais parents aussi. Les sœurs Haïm. Ouais, et moi je connaissais pas leur groupe et en fait donc Paul Thomas Anderson a tourné des clips avec elle et pour la petite histoire je crois que la mère des filles était sa prof ou quelque chose comme ça, donc il a un lien avec elle et c'est pour ça que donc toute la famille se retrouve dans le film. D'ailleurs je crois que c'est leurs parents d'ailleurs qui jouent ouais, c'est les parents, film, ils jouent vraiment la vraie famille et c'est pour ça qu'il y a des scènes assez chouettes où tu te dis en fait ça devait se passer comme ça à la maison, où tu vois vraiment t'as ce truc de famille assez chouette ou même t'as des petits morceaux comme ça de personnages qui sont très cool avec des moments que t'attends un peu et qui se passent pas exactement comme tu veux, tu sais, comme par exemple quand je sais plus, je crois que c'est quand elle se sépare du bel être dont tu parlais et que sa sœur vient la voir en disant ouais mais faut que t'arrêtes d'être comme ça, faut que t'arrêtes d'envoyer chier tout le monde, et elle l'envoie chier et elle se casse, et c'est des trucs comme ça qui cassent un peu des moments un peu attendus que je trouvais très chouettes. Donc en fait moi sur le moment là en fait ça passe par plein de moments un peu cool, le moment où il y a on voit Bradley Cooper en John Peters, ce qui est incroyable. Ça sert à rien dans le film, mais tout ce moment avec le camion, enfin c'est des trucs tout le monde était mort de rire dans la salle. Enfin c'est des très chouettes moments. Le moment avec Sean Penn aussi, qui est un peu plus bizarre aussi, mais c'est pareil, c'est des trucs qui servent pas vraiment à l'intrigue, mais en fait c'est des moments collés les uns aux autres qui fonctionnent, mais en fait tu dis ils auraient pu être coupés, ils auraient pu être là, ils auraient pu ne pas être là. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait j'ai revu la bande-annonce depuis que j'ai vu le film, parce que je l'ai vu, donc j'ai vu la bande-annonce en salle, et il y a des moments qui sont dans la bande-annonce qui sont pas dans le film. Ouais. Et du coup tu dis c'est quand même fou d'une bande-annonce qui doit durer peut-être 2 minutes, d'avoir des trucs qui sont pas dans le film, et tu dis au final que ça soit coupé ou pas, c'est un peu représentatif du film. Il y a des choses qui sont dedans qui pourraient ne pas y être, il y a des trucs qui ont été coupés, et au final c'est un film où Enfin, moi j'ai passé un bon moment sur le moment, mais il m'en reste pas grand chose après, quoi. Après, moi je trouve que ça sert quand même. Alors, ça sert pas leur histoire à eux, mais ça sert à la construction de son personnage à elle. C'est-à-dire que elle arrête pas de lui dire mais t'es trop jeune, enfin j'ai pas envie d'être avec un garçon trop jeune, voilà, alors qu'ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, en tout cas amicalement, en tout cas déjà au départ. Mais surtout, elle va essayer d'autres hommes plus mûrs, etc., avec des idéaux politiques, un peu les paillettes avec l'acteur, etc. Et en fait, à chaque fois, elle se rend compte que ça lui convient pas, et que dans ce sens-là, je trouve que ça sert quand même la construction de son personnage à elle. Après, pareil, la scène avec le camion, etc. Je pense que ça doit être une des dernières scènes du film avant qu'ils réalisent qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble. Et il y a cette scène où elle est assise et où ils sont partis chercher de l'essence et ils font les cons en faisant semblant de se masturber avec le truc à essence, et on lui avait déjà dit à elle que c'était le gars dont elle est un peu amoureuse, c'était un mec qui pensait qu'à ça, etc. Et donc elle les voit faire et elle se dit ouais effectivement c'est vraiment des gosses quoi, et c'est pas fait pour moi, enfin encore une fois elle se dit c'est pas lui. Et puis c'est dans la dernière partie où finalement ils font les choses à part, qu'ils se rendent compte qu'en fait ils sont faits vraiment l'un pour l'autre. Alors après, je sais pas ce qui a été coupé. Le film est quand même déjà long, il fait bien 2h20, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu décousu, mais là, en l'état, moi, j'enlèverais pas de scène, en fait. Je sais pas ce qui a été coupé, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est... tout fait sens. Après, ça prend son temps, mais c'est toujours suffisamment bien croqué pour que ça serve le film, quoi, je trouve. T'en penses quoi, toi, Steph, sur la longueur du film ? C'est une chronique. Et le truc en fait avec les chroniques, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, du coup c'est cohérent en fait dans la logique de la chronique de prendre des moments de vie en fait. Moi je les vois comme ça en tout cas, c'est-à-dire que pour moi c'est des moments de vie dans le film, effectivement qui peuvent servir le personnage féminin, mais
Après, les anecdotes hollywoodiennes, c'est quand même son grand truc aussi à Paul Thomas Anderson. Il en a foutu partout dans Boogie Nights, dans tous ces trucs-là, quoi. Et dans Magnolia. Et en fait, parce que ça traite de ça. En fait, c'est son enfance. Tout simplement, il y a ce truc aussi où c'est l'univers dans lequel il a grandi. C'est-à-dire, en vrai, Paul Thomas Anderson, c'est dans Magnolia, le gosse qui passe à la télé, en fait, dans le spectacle, quoi. C'est ce genre de choses, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la façon de... Parce qu'il y a eu un gros questionnement, alors pas beaucoup de monde, hein, mais il y a une question sur le côté pédophile, on va dire, entre guillemets, de l'histoire d'amour, tu vois. Mais le problème, c'est que, en fait, le personnage féminin, il est déjà présenté comme une jeune femme, donc qui a quand même 25 ans, mais qui est encore chez ses parents, et qui doit, en fait, encore rendre des comptes dans une famille où tout le monde est les uns sur les autres. Et je pense que ça fait sens qu'ils prennent vraiment toute la famille, en fait, pour l'interpréter, cette famille-là, pour que d'un seul coup, ça ressorte de façon, dans la logique... entre guillemets cinéma-vérité que peut rechercher Paul Thomas Anderson, quoi. Enfin, qui peut rechercher ces derniers temps, parce que ça c'est pareil, je vais y revenir, mais pour moi, il y a deux Paul Thomas Anderson, en fait. Ce truc, en fait, où elle doit elle doit rendre des comptes, alors qu'elle a quand même 25 ans, qu'elle doit quand même expliquer à son père, mais j'étais là, et elle lui ment, en fait, pour lui dire, voilà, et que tu sens que en gros, pour les parents, clairement, c'est leur petite fille et elle n'a pas, elle a pas eu d'histoire d'amour, elle n'a pas eu d'histoire sexuelle, elle n'a rien eu, etc., etc. Bah, c'est aussi une manière, en fait, c'est-à-dire, elle a beau se dire, oui, c'est des gamins, c'est une manière aussi, en fait, de la montrer, entre guillemets, comme une gamine. Pas forcément, en fait, par rapport à son expérience, mais par rapport à la façon dont elle est traitée. Donc, du coup, je pense que, en gros, il y a tout un truc autour de ça qui fait que c'est pas étonnant que ça fonctionne, qu'elle ait envie, en fait, de traîner avec ce groupe-là et qu'elle soit intéressée par ce charmant jeune homme, tu vois, qui fait l'acteur, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui fait le comédien, qui fait le couillon, quoi. Et effectivement, de le mettre en opposition avec le faux William Holden, qui est interprété par Sean Penn, quoi, qui s'appelle Jack Holden, je crois, dans le film. Alors ça, j'ai pas très bien compris pourquoi il a changé de nom. Peut-être qu'il s'en explique, en fait, en promo, quoi. Mais et John Peters, qui, bon, bah, lui, c'est un connard notoire, en fait, d'Hollywood, hein. C'est le producteur de Rain Man, Batman. Et d'ailleurs, il y a une phrase, en fait, dans le film, à ma connaissance, moi, je l'ai entendu que dans la bouche de ce qui était rapporté par Kevin Smith, quoi. Il y a, si l'histoire de John Peters vous intéresse, Kevin Smith, en fait, au début des années 2000, avait fait pas mal de shows, des faux stand-up, en fait, où il va dans les universités et les gens lui posent des questions sur sa carrière et il raconte, en fait, ses anecdotes hollywoodiennes, quoi. C'est-à-dire que, bon, là, c'est un peu la même logique, quoi, hein, dans le film, quoi. C'est-à-dire que le moment où il dit « je viens de la rue », en fait, John Peters dit « je viens de la rue, toi qui t'es comme moi, tu viens de la rue », c'est un truc que Kevin Smith a raconté. Alors, je l'ai vu nulle part ailleurs, peut-être que c'est un fait connu à Hollywood, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui reprend là. Et ça a été une petite déception, on va dire, parce que je me suis dit, normalement, en fait, quand t'es un insider, Paul Thomas Anderson doit avoir un peu plus de biscuits sur le sujet que ce que moi je sais déjà, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, John Peters, pour moi, il est représenté de manière, voilà. Mais ça fonctionne dans une logique de chronique, mais je trouve qu'en fait, moi, j'en apprends pas assez par rapport à ça. Je trouve que le personnage est presque trop caricatural, alors qu'à mon avis, je suis sûr que John Peters est absolument imbuvable de la même manière, hein, et d'ailleurs, apparemment, c'est une vraie histoire, hein, le truc de se faire livrer des, le waterbed. Le waterbed à domicile. Voilà, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire, sauf que dans la vraie histoire, apparemment, John Peters était plutôt cool avec le gars. Et quand il a pas menacé de lui casser les dents, de tuer son petit frère, voilà. Parce qu'il prononçait mal le nom de Barbara Streisand. Voilà. Et le truc qui se passe, en fait, c'est qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils ont eu l'aval de John Peters pour qu'il soit représenté dans le film, parce que John Peters est toujours vivant, hein, il commet toujours ses méfaits, même ça fait longtemps qu'il n'a pas produit, quoi. Et il a accepté, si j'ai bien compris, il a accepté parce qu'en fait, il voulait qu'on mette dans le film sa vraie punchline, en fait, pour accrocher les nanas, c'est ce que t'aimes les sandwichs au beurre de cacahuète. Ah, d'accord. C'est quand même la pire pick-up line, tu vois, de merde, quoi. Donc apparemment, c'est l'anecdote. Mais alors, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à tout ça, c'est que moi, pourquoi je dis c'est un peu frisqué là, comme film et tout ça, c'est que tiens, tu voulais dire un truc, Clément, je te vois. Non, c'est juste une anecdote, mais vas-y, finis. Bon. Alors, en fait, si tu veux, le truc, pourquoi c'est un peu frisqué, c'est que pour moi, ce que j'aime bien de Paul Thomas Anderson, c'est en fait la maestria d'une certaine époque. Moi, j'ai pas tout vu. C'est un mec que je suis, de manière générale. Je me suis tellement fait chier à Inherent Vice, mais alors vraiment, en fait, j'ai trouvé ça tellement à deux de tension, et moi qui adore les films noirs et les polars et tout ça, etc., je me suis dit, c'est pas possible, en fait, que du coup, j'ai pas vu Phantom Thread, dont on m'assure que c'est très bien. J'ai tellement été déçu par la fin
de There Will Be Blood, où d'un seul coup Daniel Day-Lewis se met à faire Depardieu dans je sais pas quel, enfin dans le dernier quart d'heure là, ils sont en train de se taper avec des boules de billard non pas des boules de billard, des boules de bowling sur la tête ou je sais pas quoi, ou des quilles de bowling sur la tête, que je me suis dit mais c'est pas possible en fait, on est passé d'un film à l'autre là, en fait t'avais un film qui était hyper maîtrisé visuellement etc., puis d'un seul coup on se retrouve avec un truc qui part en cacahuète totale quoi. Du coup j'ai pas vu The Master. C'est parce que voilà, donc en fait on m'assure que ces deux films là sont formidables quoi. Il faudrait que je les regarde je dis pas le contraire quoi, mais du coup j'en reviens en fait sur un truc où même sur Licorice Pizza je me retrouve je me dis mais ce film j'aurais aimé si c'était le réalisateur de Boogie Nights vraiment, c'est-à-dire avec cette maestria visuelle, avec ce qui moi me manque vraiment aujourd'hui. Le film est assez joli, hein. Oui. Il est assez il est tourné en péloche d'ailleurs. Ouais, c'est ça, parce que tu sens qu'il veut retrouver une espèce de patine de l'époque et tout quoi. Mais le langage du cinéma, il s'est perdu en cours de route. Alors j'exagère. Hein, il y a moins de maestria que dans Boogie Nights. Après. Ou Magnolia. Oui, mais Magnolia, t'étais sur de la longueur. Enfin, il y avait aussi de la lenteur même. Mais toi, Magnolia, toi, Magnolia, moi, c'est comment t'appelles ça, c'est du Robert Altman, mais mais pas chiant. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est puis filmé quoi. Tu vois, je veux dire, donc moi, ça me suffit moi. Tu vois, je suis assez basique comme gars. Tu vois. Non, donc, je crois qu'on est à mi-chemin entre Boogie Nights et Punch Drunk Love, parce que Punch Drunk Love, ça avait cette même histoire d'amour en fait entre deux personnages. Un peu improbable, où tu te dis, quand tu les vois, tu te dis, ces gens-là, ils doivent pas tomber amoureux, ça va être compliqué pour eux, parce qu'ils sont très timides, machin, ceci, cela. Et il arrive toujours à dépasser ça, et à les rendre non seulement crédibles, mais touchants, et tu te dis, mais en fait, tout est possible, et justement, quand ces gens-là tombent amoureux, c'est encore plus sublime que quand c'est au cinéma, des gens magnifiques, tu vois, genre la princesse et le beau gosse, quoi. Et je trouve qu'on retrouve ça dans ce film-là. En gros, deux personnages font pas grand chose, il y a peu de chances qu'ils puissent se rencontrer, et finalement ils se rencontrent et on sait pas, il y a une étincelle qui se passe entre eux et ça va être entretenu pendant tout le film, et à plusieurs moments ils vont essayer, ils vont hésiter, j'y vais pas, t'es pas l'homme de ma vie, t'es pas la femme de ma vie, puis finalement ils se rendent compte que leur amitié est plus qu'une amitié, et voilà, et je trouve qu'on retrouve ça dans et ça durait 1h25. Punch Drunk Love. Ouais. C'était plus court. Ah, ça durait 1h25 là. Après c'était un peu plus expérimental aussi. Enfin, Punch Drunk Love dans mon souvenir. Sur la musique. En fait, c'était l'emploi de la musique qui était. Mais même t'avais des séquences. À mon sens très casse-couille, mais voilà. Parce que c'est un moment donné, ça te sort vraiment du film. Mais c'est ça. En fait, je pense que c'est une des problématiques que j'ai avec Paul Thomas Anderson, c'est cette espèce de volonté. Moi, ce que j'apprécie par exemple dans Licorice Pizza, c'est que justement en fait le truc le questionnement en fait, si tu veux, elle est trop vieille pour lui, si tu veux, il est cohérent vis-à-vis de, tu vois, de comment elle est présentée et comment lui il est présenté. En fait, il est presque trop mature pour son âge, et elle est presque trop, tu vois, un peu moins mature justement par rapport à son âge, elle, parce qu'en fait elle est enfermée dans un carcan familial, tu vois. Et du coup, il y a tout un tas de petites conneries comme ça en fait dans le film, de petits trucs, si tu veux, qui sont là. Et si c'était pas lui en fait qui avait fait ça, mais qui pour moi sont là pour montrer qu'on est dans une époque différente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi cette logique-là, c'est-à-dire qu'en gros, ces sujets-là, alors à tort ou à raison, n'étaient pas des sujets à l'époque. Clairement. Et par exemple, c'est pas évoqué. Et d'ailleurs, on sait pas. Moi, je sais pas dire. C'est en Californie que ça se passe. Ouais. La législation dans les 70 en Californie, je sais pas laquelle c'était, tu vois. Mais donc, sans même aller jusque là, tu vois, il y a une scène au tout début où elle passe devant un gars. Tu vois, le mec, il lui met une main au cul. Si tu veux, tu vois qu'elle est pas contente. Tu vois qu'elle dit rien. Et en gros. Surtout c'est son patron. Ouais, c'est son patron. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que là, ça deviendrait une scène où, d'un seul coup, il faut expliquer que, tu vois, en 2020, c'est pas faisable, c'est en 2021, c'est pas faisable et tout. Mais c'était pas faisable à l'époque, c'est pas la question. La question, c'est qu'en fait, ça se faisait. Et du coup, en fait, je pense que c'est aussi une manière de représenter ce monde-là, en fait, si tu veux, de cette manière-là, sans forcément s'apesantir. Et d'ailleurs, tu vois, au final, moi, c'est un truc qui m'est revenu parce que je crois que c'est dans un extrait que j'ai vu, quoi. J'ai fait, ah putain, c'est vrai que c'était dedans en revue en voyant le film, quoi. Après, je trouve que la sexualité est pas un sujet dans le film, en fait. Dans le sens où tu disais on sait pas s'ils ont déjà si lui il est puceau ou pas, etc. Et honnêtement on ne sait pas, c'est-à-dire que il laisse libre cours, peut-être qu'elle a déjà eu des relations lui aussi, enfin on sait vraiment pas. Et je trouve que justement moi ça m'a pas interpellé plus que ça en fait, la différence d'âge, parce que déjà effectivement c'est un peu flou. Et puis il y a vraiment 10 ans d'écart. Elle en joue, mais parce qu'elle lui fait comprendre qu'il est trop jeune pour lui, mais pas par une question de législation, par rapport à son idéal à elle en fait. Oui, pas seulement parce qu'elle doit jouer son tuteur, hein. Oui, parce qu'elle est son chaperon. Ouais. Mais après, tu vois que ce personnage, lui, en fait, il a 15 ans, mais
Bon, déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il lance des business, il vend des matelas remplis d'eau, des trucs comme ça. Mais il a ce côté où hyper sûr de lui, où il a déjà une petite carrière d'acteur qui va pas aller très loin, mais il a déjà ce truc-là, il a vachement d'assurance, il a son resto, où il a ses petites habitudes, où il arrive, il demande 2 coca, comme un mec qui demanderait ses 2 martinis, ou j'en sais rien. Il y a tout ce côté-là, elle, qui l'impressionne un peu, parce qu'elle, à l'inverse, lui, sa mère, elle s'occupe pas trop de lui, il est tout le temps tout seul, c'est lui qui s'occupe de son petit frère. Et elle est, comme tu disais Stéphane, dans cette famille où ils sont tout le temps tous ensemble, où elle est obligée de dire, quand elle est sortie le vendredi soir, elle est obligée de dire qu'elle était avec une copine, alors qu'à son âge, elle pourrait avoir l'âge de faire ce qu'elle veut, quoi. C'est vrai qu'au tout début, quand lui commence à dire ce qu'il fait, moi je me suis demandé, est-ce que c'est un mytho, est-ce qu'il essaye, c'est qu'il lui raconte des cracks juste pour la draguer, ou est-ce que et tu découvres que oui, effectivement, il a cette vie-là, et que ça explique sans doute pourquoi le personnage a cette assurance. Ouais, et puis lui, c'est un personnage assez sûr de lui, qui tente toujours des trucs, qui sait plus ou moins où il veut aller, qui tente plein de choses. Et elle, elle travaille dans ce truc elle est assistante dans un truc de photo, qui fait des photos de classe, et tu vois qu'elle a pas du tout envie d'être là, mais qu'elle est là parce qu'elle sait pas trop quoi faire, et qu'elle est, en fait, pendant tout le film, elle se cherche, en fait, et qu'en fait, c'est 2 personnages qui s'entraînent l'un l'autre, qui se complètent, quoi. C'est pour ça que la scène, la dernière, entre guillemets, le dernier métier qu'elle fait avant de réaliser qu'elle est vraiment faite, enfin, ils sont faits pour être ensemble, c'est quand elle s'engage dans la politique. Oui. Elle y croit vraiment. Et puis même là, très rapidement, finalement, elle se rend compte que ses idéaux, en fait, sont pas suffisamment mûrs. Elle a encore beaucoup de naïveté par rapport à ce qui est réellement le monde de la politique déjà à ce moment-là. Et moi, toute cette séquence-là avec l'homme politique, etc., je la trouve vraiment bien foutue. Notamment, il y a aussi le mec qui les espionne, etc. Enfin, il se passe des trucs, quoi. Vraiment, avec là encore l'idée, en fait, si tu veux, que tu peux pas, dans les années 70, tu pouvais pas relever, en fait, te révéler, en fait, si tu veux, ta sexualité quand t'étais un homme public, en fait, si tu veux, un personnage public. Donc, en fait, il y a vraiment, je pense, il y a cette idée de vraiment de revenir, en fait, à cette époque-là, de cette manière-là. Je pense que le filmage en 35, tout ça, le type de pellicule qui est utilisé, c'est le volontaire aussi. Moi, le seul truc qui me manque, c'est que ça se voit que c'est un film perso. Ça se voit, tu vois, tu peux pas lui enlever ça, en fait, à Paul Thomas Anderson. Mais déjà, je trouve que, en fait, si tu veux, par plein d'aspects, il l'a fait mieux ailleurs, si tu veux. En tout cas, moi, je sors du film, je me dis, bon, tout ça pour ça, en fait, si tu veux, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui se répète un peu, quoi. Ce qui est pas étonnant, parce que si j'ai bien compris, c'est une idée qu'il a eue il y a une vingtaine d'années. Ouais, c'est déjà, pour ça que je suis étonné entre guillemets, du recul par rapport à Phantom Thread, qui était vraiment, où je trouvais qu'il était monté en gamme, quoi. Vraiment, c'était un film hyper classe, hyper léché, sur un sujet qui, a priori, est loin de lui, tu vois. Enfin, la création, c'est de là où le gars, il était de la haute couture. En plus, c'était un film d'époque, je crois, ça se passait pas de manière contemporaine. Et il y avait cette histoire d'amour qui était quand même hyper puissante, etc. Et je pensais qu'il avait passé un cap. Et je me suis dit, là, on va pas revenir à Boogie Nights, tu vois. Enfin, on va encore passer un échelon. Et non, si ce n'est qu'en fait, en plus, il y a certaines scènes qu'il a déjà fait dans Boogie Nights, qu'il refait là, en fait, qui sont plus ou moins les mêmes scènes, en fait, si tu veux, et je trouve qu'elles étaient un peu plus virtuoses dans Boogie Nights, quoi. Donc c'est un peu c'est un cinéaste, moi je trouve, qui est quand même à suivre, en fait, dans l'absolu, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un coup pour rien, voilà. Voilà, si vous voulez vous faire votre propre avis, Licorice Pizza est sorti en salle ce mercredi 5 janvier. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, des choses à nous dire. Bien, on vous attend, pour ça c'est très simple. Retrouvez Capture Mag sur Messenger, enregistrez un message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on a fini l'année avec un programme chargé, l'animé Belle, signé Mamoru Hosoda, et The Kingsman Première Mission, préquel de la franchise. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Bonjour Capture Mag, j'étais assez curieux de cette préquelle à Kingsman, mais au final j'en suis ressorti aussi mitigé qu'envers les 2 premiers, parce que j'ai un rapport compliqué avec le cinéma de Matthew Vaughan. C'est que sur le papier ces films auraient tout pour me plaire, mais à l'arrivée ils me plaisent jamais. Je suis jamais fan de la comédie potache qu'il fait à l'arrivée avec les Kingsman. C'est pour ça que justement j'espérais un truc un poil plus sérieux avec cette préquelle, et malheureusement le résultat est assez mitigé.
Je vous envoie ce message suite à la séance de The Kingsman qui m'a redonné foi sincèrement envers les blockbusters pour l'année 2022. C'était beau, c'était drôle et vraiment de très belles chorégraphies, une très belle photo, mais tout était bien dosé. Alors oui, il y avait peut-être des petites erreurs de scénario par-ci par-là, mais on retrouvait le thème de l'affiliation qui était déjà présent dans le premier, et surtout cette bande originale, cette musique magnifique. Franchement, c'était un très bon moment. Donc partant pour une autre aventure en fait. Salut la team Camture, et encore merci pour votre émission, c'est cool. Alors, comme vous, j'ai vu le dernier Kingsman. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Après, moi j'adore Matthew Vaughn, je suis fan de ce réalisateur. J'ai trouvé vraiment le ton différent des deux précédents, et ce qui était vraiment appréciable, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal au niveau du ton. Par contre, il y a toujours autant du rythme pour moi, et puis les acteurs très bien, surtout Ralph Fiennes, Impérial, donc voilà. Ça reste un bon blockbuster, largement au-dessus de la moyenne, surtout vu les daubes qu'on s'est farcis, donc ça fait quand même plaisir. Merci Matthew Vaughn, même si c'est un Kingsman mineur. Sinon, je vous souhaite une bonne année, et puis une bonne continuation pour 2022. Ciao. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Pierrick, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci à toutes et à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si ça vous a plu, que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Yannick pourra se payer un nouveau mug, Julien un pantalon, moi je pourrais me payer une nouvelle coupe de cheveux. C'est vrai, on attend vos sous. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Ça nous aidera à faire monter les émissions dans les classements. On compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Push, 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 push,